Alors, je vais maintenant laisser la parole très brièvement, je dirais vraiment, mais pour 5 minutes maximum, et si besoin, aux différents auteurs des rapports, qui voudraient peut-être, le cas échéant, préciser certains points, ou qui voudraient, le cas échéant également, rectifier des approximations que j'aurais pu faire par rapport à leurs pensées éventuelles, si besoin. Et après, pour vous expliquer, donc peut-être on essaiera d'aborder quelques points, d'approfondir quelques points plus particuliers des rapports respectifs, pour après avoir une discussion plus générale. Donc, si besoin, 5 minutes chacun pour rajouter un petit élément ou préciser quelque chose. Olivera en premier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je commence par remercier les organisatrices, évidemment, de m'avoir conviée à parler aujourd'hui. Alors, on pourrait penser que ma tâche était facile, puisque finalement, je n'avais pas à répondre à la difficile question de savoir est-ce que c'était la voie de la responsabilité civile qui est la voie la plus appropriée, mais simplement à voir est-ce que le droit international privé ajoutait des obstacles supplémentaires. Mais je ne l'ai pas ressenti comme ça, parce que je me suis dit que j'étais un peu inquiète, Mathilde, je t'avoue, au début, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un sujet, alors on a parlé d'imagination, effectivement, entièrement prospectif, en droit international privé. Il y a l'action du fermier péruvien, c'est à peu près tout. Donc, première raison. Et deuxième raison aussi parce qu'elle ne semblait pas soulever des questions vraiment spécifiques par rapport à un contentieux assez récent, mais maintenant bien connu des internationalistes, qui est celui de réparation des dommages issus des violations des droits de l'homme par les multinationales. Bon. Ceci étant, déjà, on nous a dit au début du colloque que les temps changent, donc effectivement, un exercice prospectif, c'est très bien. Et deuxièmement, ces questions sont encore quand même relativement nouvelles, donc ça vaut la peine quand même de s'y arrêter. Alors du coup, je les ai envisagées très classiquement, comme Stéphanie l'a rappelé. Je me suis concentrée donc sur les acteurs privés, évidemment, dans un contexte transnational, ce sont les multinationales, et donc j'ai envisagé la question sous un angle très classique, avec la compétence, la loi applicable et la reconnaissance des décisions. Stéphanie m'a demandé de repréciser un petit peu la question des co-défendeurs, la théorie des co-défendeurs. Alors effectivement, en 3 mots, la question est de savoir est-ce qu'on peut attraire devant le juge du pays source, donc en l'occurrence le juge français, une entreprise multinationale, donc la société mère et sa filiale établie à l'autre bout de la planète. Traditionnellement, la situation était assez désespérante pour les victimes, puisque effectivement, le juge français est évidemment compétent sur le fondement du règlement Bruxelles 1 bis, et donc domicile du défendeur, pour l'action qui est intentée contre la société mère, mais cette action-là était vouée à l'échec en raison de l'écran de la personnalité morale. En revanche, le juge français ne pouvait nullement être compétent à l'encontre de la société filiale, puisqu'elle avait son siège à l'étranger, le lieu du dommage était à l'étranger, tous les fondements, tous les chefs de compétences classiques étaient situés à l'étranger. Alors on pouvait penser en effet à la théorie des co-défendeurs, donc la transposition à l'ordre international de l'article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui offre aux demandeurs la possibilité d'attraire tous les défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'entre eux. Simplement, il faut que le défendeur d'ancrage, donc celui qui permet d'attraire les autres devant le tribunal de son domicile, soit un défendeur sérieux. Or, justement, la société mère pouvait ne pas être considérée comme un défendeur sérieux dans la mesure où il n'y avait aucune chance que l'action contre elle aboutisse. Maintenant, de ce point de vue-là, en effet, la loi sur le devoir de vigilance change la donne radicalement, puisque le juge français est compétent, donc en effet contre la société mère sur la base du domicile, mais vu qu'on a maintenant une action sérieuse contre la société mère, on peut appliquer la théorie des co-défendeurs et donc attraire effectivement les filiales aussi, ce qui est quand même très important en pratique, puisque le cas s'est présenté pratiquement de façon telle que je viens de décrire, aux Pays-Bas, l'affaire Shell, où effectivement le juge néerlandais s'est reconnu compétent sur la base de la théorie des co-défendeurs contre la société mère et contre la filiale nigériane, et a condamné uniquement la filiale. Oui, mais donc, justement, la théorie des co-défendeurs est quand même très importante, puisque l'action contre la société mère est quand même très aléatoire, en raison des problèmes de causalité qu'on connaît et que Stéphanie a rappelé. Donc ça, c'est un point important, et de ce point de vue-là, effectivement, la loi sur le devoir de vigilance
a vraiment apporté un élément positif, puisqu'on a encore vu au Royaume-Uni, en 2018, 2 cas, en février et en juillet, 2 hypothèses où le juge anglais a refusé de reconnaître la compétence des juridictions anglaises contre des sociétés mères établies au Royaume-Uni, parce qu'il estimait qu'il n'y avait aucune chance de succès, et comme il n'y avait aucune chance de succès, la filiale ne pouvait pas être à traite devant le juge anglais. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment un progrès. Donc, je m'arrête là, puisque vous m'avez demandé de clarifier seulement ce point.